Bonjour à tous les amis, bonjour. Merci infiniment de me suivre, merci infiniment de vous éveiller tranquillement avec moi, d'élever votre niveau de connaissance et de conscience dans cette matrice de mensonges. Aujourd'hui, c'est un jour heureux, c'est un jour de fête parce que je suis soutenu par Victor Hugo lui-même. Victor Hugo, l'auteur du roman Notre-Dame de Paris, dans lequel il y a un personnage qui s'appelle Quasimodo notamment. Et ce Quasimodo, vous allez voir que c'est une allégorie de Odin. Odin, vous savez que c'est le borgne, il n'a qu'un œil. Odin, il a également un signe distinctif, c'est le triangle, et plus particulièrement les 3 triangles du Valknut. Et Quasimodo, il est borgne, il a une bosse qui fait penser, une grosse bosse comme ça qui fait penser à un triangle, et il vit dans les hauteurs de Notre-Dame de Paris. Il est sourd et muet, c'est-à-dire qu'en fait, il parle le langage hermétique, il ne peut pas parler ouvertement. Et effectivement, les symboles qu'on retrouve dans les hauteurs de Notre-Dame de Paris, entre autres, et les autres, ce sont des symboles odiniques. C'est Odin qui parle, mais qui parle. Vous savez, Victor Hugo dit, Quasimodo, donc il est sourd et muet, il ne parle que par langage de signes. Le langage des signes, quoi, des emblèmes, des symboles. Et c'est exactement ce qu'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est dans les hauteurs des symboles qu'il faut comprendre, des signes. Ce sont les symboles de Quasimodo, c'est le langage de Quasimodo, c'est le langage d'Odin, qui n'a qu'un œil comme Quasimodo, qui a la bosse du triangle, qui est hideux Quasimodo et qui vit dans les hauteurs de Notre-Dame seul. Pourquoi? Parce qu'on a diffamé, calomnié, détruit la tradition primordiale, la tradition druidique, la tradition odinique, à cause du lavage de cerveau des prêtres judéo-christiano-romains, qui sont des calomniateurs de première et qui font des véritables crimes intellectuels, parce que arriver à faire passer le bâtisseur et bien sûr toute son équipe de bâtisseurs pour des démons, faut quand même ne pas avoir de morale. Et si aujourd'hui on est dans un monde inversé, c'est bien à cause de cela. On a tout inversé. Et Quasimodo, qui a une apparence très laide, mais qui hante, entre guillemets, les toits de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ça n'est autre que Odin. Odin le sali, Odin le calomnier. Je rappelle les calomnies, hein. Soi-disant que nos ancêtres prêtres odinistes ou druidiques faisaient des sacrifices humains, soi-disant que c'est des démons, soi-disant que c'est de la sorcellerie, pour les druidesses aussi, qui ont fini sur les bûchers. Tout ça, c'est l'inversion accusatoire, diabolique, satanique. Ça n'est absolument pas chrétien. La religion chrétienne est infiltrée par des satanistes depuis toujours, comme aujourd'hui la franc-maçonnerie est pleine de satanistes. Et voilà. Donc, Victor Hugo, je vais continuer à disséquer ce roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, qui existe sous la forme du bossu de Notre-Dame en dessin animé de Walt Disney. Même si Walt Disney a pris certaines libertés, on va y revenir. Et j'ai mis en description de la vidéo un lien vers une version du bossu de Notre-Dame qui est un peu plus authentique et surtout gratuite que celle de Walt Disney, que vous pouvez regarder. Ça dure 45 minutes, un dessin animé. Il n'y a que la fin qui est différente du roman de Victor Hugo, que je vais expliquer. Mais voilà, je vais être honnête avec vous, ça fait plaisir, ça me fait plaisir de voir que, puisque je l'ai découvert là récemment, après, hein, vous comprenez ça. C'est l'un de vous qui m'a transmis ça par mail. Il me dit, mais au fait, Oleg, Quasimodo dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo ou dans le bossu de Notre-Dame, tu savais qu'il est borgne et qu'il était dans les hauteurs des cathédrales et qu'il était, voilà, le pauvre, il était muet, tout ça, il n'était pas aimé, il n'était pas beau, il n'était pas connu, il parlait pas. Et là, ting, bah évidemment, ouais, j'ai dit, bah, bravo mon gars. Et ensuite, j'ai lu le résumé du roman. J'ai regardé un peu des vidéos, du dessin animé, etc. Et c'est exactement ça. Victor Hugo, ce qu'il fait là, c'est de l'hermétisme en fait. C'est Napoléon qui disait, à propos des mythes et de la mythologie, c'est une façon mensongère de dire la vérité. Comme on est dans un monde dirigé par des satanistes, qui ont recouvert nos esprits depuis notre plus jeune âge, depuis notre enfance, de mensonges, une matrice de mensonges pour nous dominer, dès que tu veux dire la vérité, tu vas te faire jeter des bananes dessus, voire pire.
Et donc Victor Hugo, lui, n'ayant pas la possibilité de dire les choses directement parce qu'il n'y avait aucun média à l'époque, en tous les cas il n'y avait pas de média où tu avais la moindre liberté d'expression comme là, je peux jouir de cette petite fenêtre que j'ai sur YouTube. Petite parce que vous savez que sur YouTube, j'ai pas la même visibilité que les autres, hein, je joue pas avec les mêmes dés que les autres, hein, c'est assez injuste, mais bon, on y reviendra plus tard. C'est pas grave, je profite de ça, c'est une chance, c'est une époque de chance, je peux exprimer les choses plus ouvertement. Alors que Victor Hugo, lui, était rendu à faire de l'hermétisme, ce qu'ont fait les anciens, hein, c'est-à-dire dire la vérité dans des histoires fictives, mais en fait, c'est des fictions qui racontent la vérité. Et donc ce Quasimodo, on va y revenir, et à tous les personnages, vous allez voir, ça va beaucoup plus loin que ça en termes de compréhension et en termes de validation de tout le travail que je divulgue dans mon livre Notre-Dame d'Odin. Mais avant toute chose, voilà, pour mon ego, ça fait du bien parce que je peux vous assurer que oui, je fais ça pour mes idéaux. Oui, je fais ça pour ma conscience, pour mon âme, pour quelque chose de supérieur qui m'habite probablement depuis que je suis tout petit, parce que depuis tout petit, je me pose des tas de questions. Je suis toujours un peu en décalage par rapport aux autres. J'ai toujours senti que les gens étaient un peu dans le brouillard. Je me suis toujours dit, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, c'est vrai que je fais ça par vocation, par envie de faire le bien. Et que, voilà, j'accepte de me faire jeter des bananes dessus. Mais c'est pas facile, tu vois, franchement. Et finalement, quelle plus belle récompense que d'être soutenu par Victor Hugo lui-même, quoi. Donc là, on est vraiment dans la tradition, tu vois, dans la transmission d'ancêtres à nouvelle génération. Parce que dans ce roman de Victor Hugo, bah, c'est encore la tradition des anciens, transmettre la vérité. Et Victor Hugo, j'ai envie de dire, était un odiniste. En tous les cas, c'était un gardien de la tradition, voilà. Il a fait un travail extraordinaire avec ce roman. Et donc voilà, ça c'était pour mon petit ego, vous voyez, parce qu'on a tous un côté humain, même moi entre guillemets, même si voilà, je me fais taper dessus en permanence et il y a pratiquement personne, enfin pour l'instant il n'y a personne qui est capable de faire ce que je fais. Quand vous voyez tous ces médias YouTube, Internet qui prétendent dévoiler la vérité tout le temps, là, moi ça me dégoûte. Moi je l'ai la vérité, je l'ai montré, j'ai pris des coups pour ça, je continue à en prendre. Et vous parlez jamais de moi, vous êtes... Ah. Mais bon, je vais vous dire que c'est pas facile et de temps en temps, bah, se faire du bien, s'auto-complimenter, bah, j'ai envie de le dire, quoi, parce que ça devrait être dit par... Je devrais pas être tout seul comme ça, vous voyez, je devrais pas être opprimé comme ça, c'est une oppression, une omerta, un isolement, il n'y a pas d'autre mot. C'est une oppression. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, puisque le plus important, c'est que Victor Hugo me soutient. Et ça c'est un soutien de poids. Donc, allez, tu vois tous les autres là autour, là, les gens de mon époque, là, je m'en fous, quoi. Parce qu'il y a Victor Hugo qui va dans mon sens. Et c'est extraordinaire d'avoir découvert ça après, tu vois. Et c'est un de vous qui est sur la voie, donc je vois la relation avec vous aussi. Il y a vous aussi qui êtes là, le public est là. Et ça, c'est génial. Alors, on va continuer cette exégèse de Notre-Dame de Paris, connue sous Bossu Notre-Dame avec Walt Disney, qui a modifié. Donc, tout de suite, s'il y en a qui veulent regarder les dessins animés, la grosse différence, c'est qu'à la fin, la vérité du roman de Victor Hugo, et on a à la fois Quasimodo et Esmeralda. Esmeralda, qui est l'autre personnage principal, c'est pas une princesse, mais c'est comme une princesse, quoi. Tout le monde l'adore, beaucoup de gens sont amoureux d'elle. Elle meurt, et lui aussi, voilà. Alors que même dans le dessin animé que je vous ai mis en description, là il meurt pas, il s'exile à la campagne et ils finissent heureux. En réalité, avec Victor Hugo, il meurt, quoi. Et effectivement, c'est beaucoup plus conforme à la réalité historique que Victor Hugo veut nous retransmettre au travers de son roman. Donc on va prendre les personnages un par un. Dans ce roman, on a donc Quasimodo, qui est borgne, bossu, sourd et muet, et ne communique que par signes. Il vit dans les combles de la cathédrale, dans les hauteurs, et je vous avais montré dans les dernières vidéos comment effectivement
En bas, il y avait une iconographie chrétienne au premier niveau de la cathédrale, et la plupart des cathédrales d'ailleurs, gothiques et Notre-Dame, qui sont faites globalement avec ces règles-là. Et dès qu'on arrive au deuxième puis troisième niveau dans les hauteurs, tout est druido-odinique, tout est très odinique même, j'ai envie de dire. Et bon, druidique aussi, hein, puisque la fusion druido-odinique s'est opérée au cours du Moyen-Âge. Et donc tout ça, c'est très parlant, quoi. C'est une allégorie, hein. Ensuite, il communique que par des signes. Bah oui, effectivement, des signes, parce que s'il communiquait ouvertement, on aurait tout détruit. C'est le langage hermétique qui permet donc de transmettre les informations au-delà de la censure, au-delà de l'inquisition. C'est pour ça qu'il est sourd et muet. Et puis donc, borgne et bossu, boiteux, hideux, ça c'est la diabolisation, hein. Vous savez qu'aujourd'hui on diabolise les adversaires à tous les niveaux. Tous ceux qui disent des vérités, ils sont diabolisés. Et bien, c'est ce qui est arrivé à l'odinisme, hein, et aux anciens bâtisseurs. On leur a fait une sale tête, mais c'est qu'une apparence. En réalité, intérieurement, c'est pas ça qu'ils sont. Ils sont tout l'inverse du masque qu'on leur a fait. Et Borgne, donc évidemment, Borgne là tout de suite c'est Odin, hein, parce qu'effectivement Odin, voilà, c'est le dieu dans tous les panthéons de dieux, de toutes les mythologies qui soient. Le Borgne c'est Odin. Voilà, ça s'arrête là. Après, il y a le fameux triangle Odi en norrois, le triangle qu'on retrouve un peu partout, les trois triangles, le Valnut. Et en fait, c'est la bosse. Parce qu'à un moment donné, tu vas voir dans le dessin animé, tu vois bien de dos ou de face, quand tu vois sa bosse, ça lui fait comme un Montméru, ça lui fait comme un triangle, tu vois. Donc Victor Hugo est hermétique et odiniste. Et ouais, ça fait mal quand je dis ça. Ensuite, donc, on a Esmeralda. Esmeralda, c'est une gitane. Elle est magnifique, elle est belle. Tout le monde est amoureux d'elle. Elle suscite de grandes passions, et notamment celle du prêtre catholique Frollo. Donc, Frollo, c'est le religieux qui tient la cathédrale. Et Frollo, en fait, il est tellement tiraillé, tellement jaloux, en fait, parce que, en fait, il est amoureux d'elle. Il a beaucoup de désir pour elle, mais comme il est prêtre, mais il a un tiraillement parce qu'il n'a pas le droit en fait d'avoir la moindre relation avec elle. Et donc il finit par la détester et il finit par comploter pour la faire tuer. Donc Frollo complote contre elle, il veut la faire tuer. Elle est condamnée pour sorcellerie ça aurait pu être au bûcher, mais c'est à la pendaison. Bon, la pendaison, c'est un peu pareil, ça fait penser au dieu des pendus, Odin. Là c'est Esmeralda donc, qui est condamnée à la pendaison par Frollo, le prêtre catholique qui tient la cathédrale Notre-Dame, et c'est Quasimodo qui va sauver Esmeralda. Donc Quasimodo, qui loge dans les hauteurs de Notre-Dame, va venir sauver Esmeralda et elle va avoir droit d'asile. Elle va se réfugier, enfin il va la prendre avec elle et ils vont se réfugier dans les toits, dans les hauteurs de Notre-Dame. Donc c'est là où on voit qu'effectivement Notre-Dame de Paris, elle est au deuxième niveau, donc c'est quand même les hauteurs déjà. Et puis à Chartres, elle est au troisième niveau, bref. Donc on a Quasimodo qui sauve Esmeralda et il se réfugie dans les hauteurs de la cathédrale. Ils sont protégés dans la cathédrale. Donc en fait c'est l'odinisme et les bâtisseurs odiniques qui sauvent Notre-Dame, donc la tradition primordiale. Voilà. Là en fait Esmeralda, il va y avoir deux grilles de lecture, vous allez voir deux analogies, mais la première analogie avec Esmeralda, c'est qu'Esmeralda représente la tradition primordiale, donc c'est-à-dire ce qui donne l'âge d'or. Alors, fallait que je vous dise qu'en grec, qui est une langue ancienne parmi d'autres, en grec paradosio, donc ça fait penser au paradis, quoi. En fait, ça veut dire tradition. Donc nous, on a traduit par paradis, paradosio. C'est un truc religieux. Mais en fait, en grec, qui est une langue ancienne, paradosio, en fait, à la base, ça ne voulait pas dire ça. C'était pas religieux. Paradosio, vous saviez ce que ça voulait dire? Tradition. Tradition. Donc la tradition, c'est le paradosio, c'est le paradis, quoi. Et Esmeralda, elle représente le paradis. Elle représente la tradition, plus exactement. Hein. La tradition primordiale perdue, qui donne accès au paradis sur terre, bref, au bonheur du peuple et de tout le monde. Et donc voilà, c'est exactement ce que je vous disais par rapport à Notre-Dame, que dans ces pierres, hermétiquement, on a mis les symboles, les langages de la tradition des anciens,
on a sauvé la tradition, c'est-à-dire Notre-Dame, qui est également incarnée par les druides, parce que dans la tradition primordiale, ce qui est primordial, c'est la place des femmes, c'est-à-dire des prêtresses femmes, des herboristes, des excellentes, les meilleurs médecins du monde, médecine naturelle, avec les plantes, avec le toucher, des choses magnétiques. Leur place prépondérante qui a été, elles ont vraiment été lynchées par le clergé judéo-chrétien, quoi. Et donc cette Esmeralda, on la croit égyptienne. Dans le roman de Victor Hugo, tout le monde croit qu'elle est égyptienne. Tout le monde croit qu'elle est égyptienne, et puis à la fin du roman, on s'aperçoit qu'en fait, non, elle n'est pas égyptienne en fait. Parce qu'en fait, c'est une bohémienne. C'est une bohémienne, donc comme tous les bohémiens sont égyptiens, on se dit, elle doit être égyptienne, quoi. Et en fait, non. Figurez-vous qu'on apprend à la fin du roman qu'elle a été volée. En fait, elle est du coin. En fait, elle est née sur le territoire français, quoi. Elle est de la province française. Cette Esmeralda, elle n'est pas du tout égyptienne. En fait, elle n'est pas bohémienne. Elle a été volée par les bohémiens qui, eux, habitent en Égypte. Donc là, c'est pareil, au niveau historique, il y a une énorme corne qui est glissée par Victor. Franchement, c'est trop vrai, quoi. C'est l'usurpation de la tradition par qui vous savez. Et voilà, en fait, on apprend que la mère d'Esmeralda, en fait, elle est du coin. Et quand elle s'est fait voler son enfant, donc Esmeralda, elle avait qu'1 an, elle est devenue tellement triste qu'elle s'est réfugiée dans un trou à rats. Elle refuse, tu sais, de vivre normalement. Ça, c'est un peu l'analogie avec ceux qui se réfugient dans l'hermétisme. Ils sont tellement dégoûtés d'être les seuls à comprendre. Ils se sont fait voler, ils sentent qu'on s'est fait voler quelque chose. Et en fait, on lui a volé donc sa fille, Esmeralda, mais à la place, on lui a donné Quasimodo. C'est-à-dire, en fait, il y a eu un échange de bébés. Il y a eu un échange, tu vois. Donc, les bohémiens égyptiens ont volé Esmeralda, mais lui ont donné à la place Quasimodo, c'est-à-dire un type voilà, dégueulasse, borgne, un bébé déjà borgne et tout. Et là, pareil, bon, c'est vachement parlant parce qu'effectivement, aujourd'hui, les gens de la tradition, les vrais pères de la tradition, ils sont diffamés, calomniés. Les druides, les odinistes, c'est les pires de tous, hein. Et donc ils sont Quasimodo. Donc on avait la plus belle des choses, la plus belle des traditions, la plus vertueuse, Esmeralda, mais on se l'est fait voler par des bohémiens. Et à la place, on nous a donné l'apparence de Quasimodo, quoi, tu vois, l'inversion accusatoire. Et ce qui est excellent, voilà, c'est de voir qu'encore une fois, cette fameuse tradition primordiale incarnée par Esmeralda, que tout le monde croit égyptienne, hein, tout le monde n'a Dieu que pour l'Égypte, hein, même certains que bon. Et bah, en fait, tu t'aperçois que là, Victor Hugo aussi, il suit le legs de Normandie en disant, mais non, en fait, la vraie tradition, tout le monde croit que ça vient d'Égypte, c'est l'orientalisme qui est poussé par les bohémiens, alors qu'en réalité, la tradition, elle vient de chez nous. La tradition, elle est bien de chez nous, tu vois. Et c'est ce que ça raconte là, quoi, tu vois. Quand en fait, on s'aperçoit qu'Esmeralda n'est pas d'Orient, mais elle est bien d'ici, de chez nous. D'accord ? Ensuite, on a donc le fameux Frollo. Alors lui, donc, il incarne l'Église catholique, quoi, l'Église judéo-catholique, hein, parce qu'il faut dire la vérité. Hein, tout ça, c'est pareil. Il y a une propagande pour faire croire que le judéo-christianisme n'existe pas. Mais en fait, là, ils sont aux abois parce qu'ils savent très bien que pour en arriver à nier à ce point-là, c'est vraiment, ça devient satanique justement. C'est l'inversion accusatoire. Alors qu'il n'existe plus que ça. Il n'y a que du judéo-christianisme, hein, du christianisme sans judaïsme, il n'y en a aucun hein, aujourd'hui. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils en arrivent maintenant à nier totalement. Tout ça, je le débunkerai. Hein. Hein. Donc vous pouvez critiquer dans les commentaires, allez-y. Tout ce que j'affirme depuis le départ, derrière j'ai tous les arguments qu'il faut. Donc là, allez-y. Hein. Moi, quand je parle, je suis sûr de moi, j'ai tous les arguments derrière. C'est juste que comme je suis tout seul à faire ce travail, ça prend du temps. Je ne peux pas tout expliquer comme ça en une vidéo. Et donc voilà, ce Frollo, il veut tuer la tradition primordiale. C'est ce que je vous dis depuis le début. Ils nous détestent, ils veulent nous tuer. Hein. Moi, je présume qu'il y a des bohémiens qui sont incrustés dans l'église. Et comme ils ne veulent pas qu'on voie qu'ils nous ont tout piqué, et qu'ils ont modifié aussi, au final. Parce que Esmeralda, qui devient bohémienne et qui, dans les dessins animés, est un peu métissée, ça veut dire qu'en fait, elle a été un peu modifiée aussi, tu vois. Elle a été modifiée, cette tradition, par ces gens-là. Après, ils n'ont pas accédé à la vraie tradition non plus, puisque ça, c'est incarné par le fait qu'Esmeralda ne veut pas coucher
ni avec le prêtre, et pour l'instant elle a couché avec personne, tu vois, en fait, Esmeralda. Donc en fait, eux, c'est la contre-tradition, tu vois, les bohémiens finalement. Ils n'ont pas la vraie tradition non plus, parce que la vraie tradition, elle s'est jamais vraiment donnée à eux, tu vois. Parce qu'en fait, c'est les druides qui ont la vraie tradition. Et les druides, ils ont préféré périr sur le bûcher, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, quand je vois des choses qui sont passées comme ça dans le passé, voilà, moi aussi, tu vois, j'ai plus peur, tu vois, de ce qui peut m'arriver. Brûler sur un bûcher, suivez l'exemple, quoi, tu vois. Et donc, j'en étais du coup à cette Esmeralda, ce Frollo et ce Phébus. Parce qu'il y a un trio en fait avec le Phébus. Phébus, lui, c'est un chevalier et il est très beau. Et en fait, Esmeralda, elle est amoureuse de lui. Voilà. Esmeralda, elle s'est toujours préservée et en fait, elle est tombée amoureuse de Phébus, qui est un chevalier et qui lui incarne en fait la noblesse. Le problème, c'est que cette noblesse, donc ce Phébus est déjà marié avec Fleur de Lys. Donc là, tout est dit, quoi, hein, Fleur de Lys. C'est bien la classe noble, royale. Et en fait, Phébus, malheureusement, il se fout de la gueule d'Esmeralda, quoi. C'est-à-dire qu'il va profiter d'elle pour coucher avec elle, mais en fait, il va la trahir. Parce qu'à un moment donné, quand il y a le complot de Frollo, là, le judéo-catho, Frollo, en fait, il fait un complot et il essaye d'assassiner, par jalousie aussi, il veut également assassiner Phébus, tu vois, pendant qu'il embrasse Esmeralda. Parce qu'Esmeralda refuse ses avances. Et au final, c'est un complot, parce qu'au final, il fait accuser, en plus, il fait accuser Esmeralda. Parce que Phébus, bon, heureusement, Phébus ne va pas mourir. Alors, mais ça, c'est exceptionnel aussi, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est heureusement, mais Phébus, finalement, ne meurt pas. Mais Esmeralda est accusée de tentative de meurtre, donc par un complot, quoi, alors que c'est Frollo, quoi. Et le dénommé Phébus, qui a subi cette tentative de meurtre, ne défend pas Esmeralda. C'est-à-dire que, vous comprenez, Esmeralda, elle est trahie de bout en bout, en fait. Il y a un complot contre elle, elle n'est pas responsable de la tentative de meurtre, mais c'est elle qui est accusée. Et celui qu'elle aimait, mais qui en fait se foutait de sa gueule, Phébus, il la sauve pas. Tu vois? Ça, c'est pareil. Alors là, c'est à mettre en rapport avec l'histoire de Jeanne d'Arc. Voilà, je vous dis ça en passant, on en parlera plus tard, mais Jeanne d'Arc, c'est un peu ça aussi. Hein. Elle sauve la France, etc. Qui c'est Jeanne d'Arc? C'est une druidesse. C'est une druidesse. Elle est initiée à la tradition primordiale et à la fin, elle se fait brûler sur un bûcher. Vous trouvez ça normal? Alors qu'elle a rendu des services quand même incroyables. Donc voilà, ça c'est la trahison de la noblesse envers les odinistes, envers la tradition primordiale, les druidesses, etc. Donc Quasimodo, il comprend que en fait personne n'aime Esmeralda, en fait il n'y a que lui qui l'aime vraiment. Il avait déjà sauvé Esmeralda une première fois et puis finalement la deuxième fois il n'arrivera pas à la sauver. Et donc voyant ça et comprenant que Frollo a comploté que c'est Frollo le responsable en fait de la condamnation à mort de Esmeralda, eh bien Quasimodo en fait lui il va choisir d'aller mourir lentement sur le cercueil de Esmeralda. Donc Esmeralda est morte et Quasimodo, le seul qu'il a jamais vraiment aimé mais qui avait une apparence laide, eh ben il va se laisser mourir de faim sur son cercueil. Donc là aussi c'est excellent au niveau des analogies, parce que alors là de ce point de vue là on peut dire que Quasimodo se laisse mourir de faim. C'est en fait l'état actuel des choses depuis 2-3 siècles. C'est-à-dire que la tradition odinique, l'hermétisme est en train de mourir. Il n'y a plus que des choses dans la pierre. Esmeralda, elle est morte. La princesse Notre-Dame, notre tradition, notre identité, elle est morte. Elle n'est plus que dans les pierres de Notre-Dame, où les deux se sont réfugiés. Mais là, actuellement, c'est mort, quoi. Tu vois, c'est mort. Et donc, il se laisse mourir de faim. Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même une présence latente. En fait, Odin n'a jamais cessé d'être présent, en fait. Parce que la façon dont meurt Quasimodo, c'est-à-dire de faim, en fait, ça sous-entend que ça se trouve, il peut être un très bon jeûneur. Il a jeûné et peut-être on peut le réveiller en lui redonnant un peu à manger. C'est ça que je veux dire, c'est que là, c'est un profond sommeil et en fait, il y a un réveil qui est possible parce que
bah, en fait, ils sont dans... Évidemment, tout ça, c'est allégorique, mais dans les symboles des cathédrales, dans la pierre, ils sont toujours vivants, ces esprits-là. L'esprit de Odin, de Quasimodo, est toujours vivant. Et là, ce que veut nous dire Victor Hugo à la fin, c'est qu'ils ont totalement tué la tradition primordiale, mais en même temps, Quasimodo, il y a des restes de lui, il s'est laissé mourir de faim, et les restes de lui sont dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les restes de la tradition sont dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc on peut faire revivre Notre-Dame, on peut faire revivre Odin, parce qu'Odin, de toute façon, c'est une divinité qui, vous savez, il peut prendre différentes apparences. Donc là, il avait l'apparence de Quasimodo. Mais Odin, voilà, c'est un hermétiste. Sa présence est toujours là. Elle est dans ces cathédrales Notre-Dame. Et même si pendant 2 siècles, personne ne s'est intéressé à lui, eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, tu vois, par mon entremise et par la vôtre, on commence à s'intéresser à lui. Donc on commence à nourrir à nouveau Odin. Et donc, tu vois, ça va faire processus inverse. Quasimodo va reprendre vie. Donc là, moi, je suis Quasimodo parce qu'en fait, on me crache dessus. Enfin, pas vous, évidemment, mais la fine équipe, le système me crache dessus partout. Ils veulent me faire un sale portrait. Mais si on continue, chers amis, Quasimodo va reprendre son apparence normale. C'est-à-dire que l'odinisme et le druidisme vont enfin apparaître tels qu'ils sont, beaux, vrais, beaucoup plus vertueux que toutes les religions abrahamiques. Et ainsi, on va faire renaître Notre-Dame, la tradition, et donc le paradis sur terre, l'âge d'or. Évidemment, l'interprétation que j'ai n'est pas parfaite non plus. Il y a sans doute des choses peut-être à redire ou à améliorer, je pense surtout. J'ai pas non plus tout détaillé parce qu'en fait, il y a d'autres événements historiques là, je vous ai raconté en gros, hein, si vous voulez, mais j'aurais pu expliquer d'autres choses, d'autres événements historiques très importants. Voilà, donc, en tous les cas, Victor Hugo me soutient. La tradition primordiale druido-odinique, bien française et pas égyptienne, est morte il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 2 siècles, allez, on va dire. Et donc, là, elle est juste en sommeil, elle a juste besoin qu'on lui donne à manger, tu vois, et elle va ressortir de la barque de pierre qui est la cathédrale gothique, tu vois. On va redonner vie à Odin et à la déesse, tu vois, à Notre-Dame, notre identité aussi, tu vois, qui on est, tu vois, d'où on vient, quelles sont les bonnes valeurs. Donc voilà, lisez Notre-Dame d'Odin si vous voulez en savoir beaucoup plus. Et puis moi, ça me permettra de me donner à manger aussi, tu vois, donner à manger un peu à Quasimodo. Ce serait sympa aussi. Non mais franchement, le livre, il y a tellement d'informations dedans, tu vois. Vous n'allez pas être déçus, quoi. C'est... Bon, merci. Hein. Vous pouvez toujours me soutenir également sur le Tipeee. Vous pouvez rejoindre l'association Pagan Communauté. Quoi dire d'autre? Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais la bise. Pour la justice, pour la vérité. Et pour nos enfants aussi, quoi. Parce que moi, l'avenir avec une puce, avec la surveillance permanente, non merci, quoi. Allez, au revoir les amis.